والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, tout d'abord je tiens à remercier le professeur Tariq Ramadan d'avoir répondu favorablement à notre invitation malgré un agenda très chargé, je pense très chargé. Je remercie également les membres de l'association qui ont contribué de manière efficace à l'organisation de cette conférence et qui ont depuis des années participé à de nombreuses actions. Je remercie aussi les invités qui sont ici présents. Quelques mots pour présenter en quelques minutes l'association Trait d'Union 93. Alors notre action est portée par des citoyens de toute origine sociale, car nous sommes persuadés que la richesse et la réussite de nos projets dépend de la richesse des expériences de chacun de nous. Trait d'Union n'est pas un parti politique, néanmoins ayant conscience des difficultés rencontrées par de nombreuses personnes à se sentir pleinement citoyens. Trait d'Union 93 mène des actions pour inviter ces derniers à s'impliquer davantage dans la vie de leur ville et de prendre part au débat public et politique. Trait d'Union interpellera également les institutions et les hommes politiques afin de les sensibiliser sur les problèmes rencontrés par les citoyens, en particulier dans ce département. Pour vous donner une information, l'association a été créée depuis 7 ans. C'est le lendemain des événements de 2005. Donc nous avons, avec quelques personnes, des hommes et des femmes, nous avons créé cette association parce que nous avons vu que c'est une obligation pour nous de faire changer les choses. Pour vous donner des informations sur le département de Saint-Saint-Denis qui compte à peu près 1 400 000 d'habitants, nous avons 13% de la population, à peu près 13% de la population nationale. Ce département rencontre beaucoup de difficultés. Je vous donne quelques chiffres, alarmants bien sûr. Plus de 250 000 personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, soit 18% de la population du département. Plus de 120 000 personnes sont demandeurs d'emploi, soit 17% de la population active. 33% sont des chômeurs de longue durée. Je parle par exemple je cite comme ville Clichy-sous-Bois ou Montfermeil, où vous avez 41% de la population est âgée de moins de 20 ans. Le taux de chômage total est à peu près de 27%. Je répète, 27%. Et s'élève à 37% pour les 15 ans, entre les 15 ans et 24 ans. 40% de la population, comme j'ai dit tout à l'heure, plus de 15 ans, ne possède aucun diplôme. 11% des logements sont vacants. Normalement, chacun de nous devrait prendre conscience de ces difficultés et de la nécessité de l'engagement. Pour revenir à la thématique de ce débat, qui est l'engagement citoyen, donc il s'agit d'un sujet qu'on défend quotidiennement, au sein de l'association, en tous les cas. En effet, nous croyons que chaque personne qui contribue à l'amélioration de la qualité de vie des plus démunis est un citoyen engagé. L'engagement citoyen consiste à pouvoir changer les choses. C'est une manière de participer à la transformation positive et constructive de la société. Par des actions concrètes, les citoyens peuvent ainsi proposer des solutions à des différents problèmes de société. La contribution d'un citoyen engagé n'est donc pas nécessairement monétaire, ce n'est pas question d'argent. Il suffit souvent d'investir du temps, 1 heure par semaine, 1 heure par mois, et de l'énergie pour transformer positivement une situation. Les citoyens engagés sont-ils rares? Question, difficile à dire. En effet, nous croyons qu'ils sont nombreux, mais qu'ils restent trop souvent dans l'ombre. Je pense que M. Taramadal est d'accord avec moi. On s'est dit qu'il était temps que ça change. Bénévoles, acteurs solidaires et engagés, enragés, sortez de l'ombre. Nous sommes convaincus que vos actions peuvent servir d'exemple et d'inspiration. C'est pourquoi toute personne désireuse de prendre part à des projets utiles, ambitieux et novateurs, peut nous rejoindre à notre association et à d'autres associations sur le département. Je termine en remerciant à nouveau notre professeur Tariq Ramadan
On lui souhaite beaucoup d'énergie, beaucoup de santé, que Dieu vous récompense pour tout ce que vous apportez à notre communauté. Merci beaucoup. السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Vous m'entendez bien? Je pense que sa voix était plus forte que la mienne. Bon, si vous m'entendez bien, ça va, on va faire comme ça. Est-ce que c'est la même chose? Celui-là est meilleur? Là, c'est plus clair? Merci pour ma voix. L'engagement, merci. Comme ça, c'est mieux. Bien, je pense que comme ça, vous m'entendez bien. D'abord, mes remerciements à l'association Trait d'Union pour cette invitation. Merci à vous d'être là en ce samedi ensoleillé malgré tout, de venir et de partager un moment. Le sujet qui a été celui choisi par l'association sur l'engagement citoyen, sur notre participation dans une association qui est née finalement à un moment donné où en France, à partir de 2005, on a une recrudescence du questionnement, enfin on l'a eu pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, la recrudescence de la réflexion sur ce qui se passe dans ce qu'on appelle les cités et les banlieues, mais qui n'a pas vu 7 ans plus tard de véritable politique sociale transformer ces réalités, et les chiffres qui ont été cités, on peut les répercuter dans beaucoup de cités, beaucoup de régions françaises où on vit la ségrégation, où les taux de chômage sont extrêmement élevés, où l'habitat est complètement délaissé, où les structures scolaires sont perdues, où on envoie malheureusement parfois des enseignants inexpérimentés faire un travail qui demanderait en fait beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus de savoir-faire, ou en tout cas des années d'expérience. Eh bien, ces réalités-là, ce sont celles qui aujourd'hui traversent la France et qui, pour ce qui vous concerne aujourd'hui, traversent votre région. Alors, on peut, encore une fois, accepter le récit national sur les raisons du mal-être. Le récit national sur les raisons du mal-être, elles sont finalement la victoire malheureuse d'un discours qui s'est installé, qui s'est normalisé lentement en France, qui était hier le discours de la droite extrême, de l'extrême droite et des populistes, et qui aujourd'hui est répété de façon normale par les principaux partis de la classe politique française. Que le problème finalement, c'est un problème d'intégration, que les populations issues de l'immigration ou qui sont immigrées n'arrivent pas à devenir de vrais Français, que leur problème est culturel, que leur problème est religieux, que le problème c'est l'origine et non pas la société d'accueil. La société d'accueil a tout fait et fait tout pour accueillir ces populations, mais il y a un problème avec ces populations. Le premier problème, c'est leur volonté ou leur manque de volonté quant à l'intégration. Ils ont une culture qui pose problème et une religion qui n'arrive pas à admettre les contours de la laïcité française. Ce discours-là, il est répété en boucle. Il est la raison d'être du discours politique dominant aujourd'hui. Et si vous vous souvenez du débat qu'il y a eu entre les deux candidats à la présidentielle, le seul moment où ils sont d'accord, c'est quand on parle de ces sujets-là comme étant les sources du problème. Ajoutez à cela l'autre
raison qui donne de la force à ce discours-là, c'est de dire le problème de ces populations-là, c'est leur culture de l'origine et leur religion. Ajouter à cela l'arrivée en masse de nouveaux immigrés qui ont la même culture, qui ont la même religion et qui vont ajouter à nos problèmes. Et donc, on est en train de tenir un discours qui est un discours de stigmatisation, un discours de déplacement stratégique quant à la source des problèmes, en culturalisant les problèmes, ethnicisant les problèmes et islamisant les problèmes. Et en disant, en fait, c'est pas la société qui a un problème, c'est vous qui avez un problème avec la société. Vous êtes, par votre passivité, par votre culture, par votre religion, les responsables de votre marginalisation. Alors, ce discours, on l'entend, et malheureusement, à force d'être répété en boucle, il est même assimilé par les acteurs sur le terrain qui pensent, certains, qu'en fait, il faut faire disparaître l'aspect culturel, faire complètement disparaître la référence religieuse, qu'il faut être moins de là-bas, complètement d'ici, ne pas être visible, enlever tous les aspects de la visibilité potentielle pour être accepté par la société. On va même voir certains qui disent maintenant nous sommes des franchouillards, nous sommes fiers d'être français, donc notre nom c'est plus Ahmad, c'est François, c'est plus Fatima, c'est Hélène. Très bien. Et ils pensent qu'avec ça, ils réussiront, sous la non-visibilité de leur appartenance, d'être beaucoup plus acceptés quant aux réalités de leur présence. Vœux pieux, rêves de coloniser, qui ne comprennent pas et qui ne prennent pas en compte les réalités de l'histoire. L'histoire a toujours montré qu'au bout du compte, ceux qui se sont perdus pour gagner n'ont rien gagné et ont tout perdu. Et donc, en l'occurrence, ils ont perdu leur mémoire, ils ont perdu leur dignité, ils ont perdu leur identité, ils ont perdu le sens d'une trajectoire familiale et d'une vision pour l'avenir. Et c'est ça, aujourd'hui, qu'il faut arrêter, parce que si on comprend bien les termes de l'engagement citoyen, il ne faut pas parler de la citoyenneté comme simplement le fait d'aller voter. Il faut comprendre le contexte dans lequel on se situe. La citoyenneté, c'est un statut, mais le statut, il est lié à un univers de référence. En fait, vous pouvez avoir le passeport français et être considéré par la France comme jamais tout à fait français. Je ne sais pas si vous avez vu, si vous lisez l'anglais, le journal Time Magazine a mis en première page il y a 2 semaines un latino, vous savez, ceux qui viennent d'Amérique du Sud, et ils disent, le titre c'est « Nous ne sommes pas simplement américains par le passeport ». Du style « Nous sommes américains ». Parce qu'aujourd'hui, ceux qui vivent le plus grand racisme aux États-Unis, c'est 2 populations, les Latinos et les African Americans. Et les African Americans, ils disent, à l'époque, ils disent, mais il ne faut pas nous parler à notre citoyenneté. On a été citoyens avant beaucoup de blancs. Mais le problème, ce n'est pas la citoyenneté. Le problème, c'est leur racisme. Leur problème, c'est leur incapacité à nous considérer comme égalitaires. Ils ont un discours d'égalité, ils ont des pratiques dominantes. Ils ont un discours de vivre ensemble, ils sont dans la ségrégation, ils vous disent arrêtez le communautarisme, mais le communautarisme, il est à l'Assemblée nationale, où avant les dernières élections, il n'y avait pas un issu de l'immigration. Aujourd'hui, on dit issu de la diversité. On change les mots et on maintient le même sens. Donc, c'est tout ce discours-là, à un moment donné, il était où le communautarisme? Le communautarisme des Blancs, ceux qui se réunissent entre eux et qui veulent s'éloigner des cités à problème. Et ils mettent tout le monde ensemble géographiquement, ils disent, mais votre problème, c'est votre culture, et non pas les structures sociales manquantes, non pas l'école qui n'est pas au niveau. Donc, avant que vous, en tant que citoyen français portant un passeport, et qui vont revendiquer autant la compréhension des devoirs citoyens que des droits citoyens, il faut comprendre dans quel contexte vous êtes. Et ce contexte aujourd'hui du débat national, c'est un contexte qui est vicié, c'est un contexte qui ne sent pas bon,
où malheureusement la victoire en termes de discours politique de la dernière élection, elle n'est pas une victoire de la gauche. La vraie victoire en termes de discours politique, je dis, en termes de discours politique, c'est effectivement Marine Le Pen qui dit « mais ils disent ce que nous disons ». Alors on a diabolisé le parti, mais on a intégré le propos. Et qu'à partir d'un certain moment, nous, ce qu'il faut qu'on dise, c'est qu'on comprend ceci, mais maintenant, on va déconstruire, questionner, critiquer la toile de fond, c'est-à-dire le paysage dans lequel le discours se tient, et on va s'engager en comprenant les enjeux qui ne sont pas simplement des questions de nationalité, qui sont des questions de perception. Le problème de la France aujourd'hui, par rapport à ses citoyens, c'est que la conscience française n'a pas réalisé, n'a pas intégré que la France a changé, que la population française a changé et que l'histoire avance. On est dans une France qui est tétanisée, qui a peur de sa propre diversité, qui dit la diversité et s'en protège en termes de politique, qui dit vivre ensemble et les droits de l'homme, mais qui structuralise et rend structurel une sorte de racisme sur le plan de l'emploi, sur le plan de l'habitat, sur le plan du vivre ensemble, et que tout ceci s'est réalisé parce qu'en toile de fond, il y a une difficulté en France à considérer que le pays a changé. Alors on nous a dit après la Coupe du Monde en 98, oui, la France bleu, blanc, beurre, la France de la diversité, ça va au foot, quoi. Ça va au foot. Mais ça va pas dans les politiques sociales, ça va pas dans les politiques citoyennes. Ça va avec la musique. Quand même avec des propos qui sont... Vous avez des gens qui apparaissent, qui sont nord-africains, qui sont noirs, ils dansent bien, oui, ça c'est l'exotisme et l'art maroc. Ça va le Maroc, quand ça danse. Et l'Algérie, quand ça chante. Et la Tunisie, quand ça chante et ça danse. Ça va tout ça, c'est bien. C'est l'acceptation de l'exotisme. Mais pas de l'identité, pas de la présence. Et ceux qui vont entrer dans le domaine du sérieux, c'est-à-dire la majorité de ceux qu'on intègre sur le champ politique, doivent en fait se dévêtir de toute appartenance culturelle ou religieuse. Regardez, dans le champ politique, ceux qui sont au gouvernement ou ceux qui sont au Parlement, ils ont un point commun, c'est que sur ces deux plans, ils ont laissé le vêtement culturel et l'appartenance religieuse au vestiaire. Ça va dans la chanson, ça va dans l'exotisme, mais c'est ce qu'appelait Doudou Diène. Doudou Diène était le responsable de la christianophobie, de l'islamophobie et de la judéophobie aux Nations Unies. C'est un Sénégalais de haute pointure intellectuelle et qui disait c'est une intégration striptease. Tu arrives à la frontière, on te dit t'enlèves tout et maintenant tu t'intègres. Tu rentres nu, c'est symbolique, donc vous avez compris. Tu rentres nu culturellement et intellectuellement et religieusement. Il faut que tu enlèves tout. Et après, dès que tu montres que tu es prêt à tout enlever, mais en termes de pudeur, c'est aussi grave que de tout enlever les vêtements. C'est-à-dire, il faut que tu te présentes nu. En termes intellectuels, c'est aussi grave qu'en termes physiques. Quelqu'un qui vous dit t'enlèves tout, et vous avez vu ces photos en Irak, où ils mettent à nu les prisonniers pour les humilier. Là, vous savez, en termes de torture et en termes de pression psychologique, vous dire de vous mettre nu, c'est une humiliation physique. Quand vous êtes en face de personnes qui vont se moquer de vous. Eh bien, culturellement et intellectuellement, c'est la même chose. On vous dit, sois nu, c'est la même chose. Si vous avez un peu de dignité intellectuelle, un peu de mémoire, vous imposez cela, c'est humiliant. C'est humiliant et ça vous met dans une position d'infériorité. Et il y en a qui, en le faisant, s'intègrent et ils vont gagner en prestige symbolique ce qu'ils ont accepté de perdre en une humiliation fondamentale. Alors après, ça les regarde, c'est pas à nous de juger. Enfin si, on peut juger que c'est quand même humiliant d'accepter son humiliation, c'est d'être doublement humilié, et c'est doublement humiliant. Mais ayant dit ceci, notre position, c'est de bien comprendre cette toile de fond. Quelque chose dans la perception qui est un vrai problème. Et à partir d'un certain moment,
en France, le discours est tellement répété, on le sait en psychologie fondamentale, quand un discours est tellement répété, on finit, nous, par l'intégrer aussi. Par l'intégrer, soit en acceptant les termes, soit systématiquement en étant sur la défensive par rapport à ces termes. C'est-à-dire en disant, ben, il n'aime pas l'islam, ben, moi je vais le revendiquer contre, il n'aime pas ma culture, je vais la revendiquer contre, on voit un policier qui n'aime pas un arabe, ben, on va lui dire, ben, je suis arabe, ouais. Mais on ne comprend pas que dans la façon d'avoir réagi en disant je suis arabe, ben c'est exactement ce que lui il voulait. Parce que la pression psychologique, elle est de vous pousser à affirmer votre arabité, et au lieu d'avoir l'élégance de dire au-delà de ce qu'attend de moi, eh ben, je le vis avec sérénité, nous on est dans l'agressivité. L'agressivité de ceux qui réagissent, c'est le signe de la force de ceux qui vous ont fait réagir, pas de la force de celui qui réagit. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est exactement ce qu'a fait l'Italien avec Zidane. Exactement. En fait, Zidane lui a donné le coup de boule du fort, mais le plus fort psychologiquement c'était lui. C'était l'autre. Il l'a poussé à bout en lui parlant de sa soeur. Nous alors, qu'est-ce qu'on... Tu parles de ma soeur, tu vas voir. Tu parles de ma mère, on est comme ça. On a ce qui... Et lui, c'est exactement ce qu'il a fait. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, il l'a dit ensuite en Italie, pendant une demi-heure du match, il l'a poussé à bout. Et à un moment donné, il a provoqué ça. Nous, sur le plan national, il y a une sorte de pression comme ceci, et on est dans le réactif. Raison pour laquelle la première dimension de l'engagement citoyen en France, c'est une libération intellectuelle. C'est de sortir de ça, de sortir de cette réactivité-là, et d'assumer le fait qu'aujourd'hui, et ça c'est une chose importante pour chacun d'entre nous, assumer d'où on vient, ce que l'on est et ce que l'on veut. Mais il faut l'assumer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut arrêter tout le discours qui est autour de nous et se dire, mais d'où est-ce que je viens, qui est-ce que je suis et qu'est-ce que je veux. Ça, c'est une prise de position. Et ça veut dire, c'est un processus de libération intellectuelle. Alors, ça peut être un processus qui est venu chez certains par un parcours personnel. Pour certains, ça vient par une réconciliation culturelle ou une réconciliation religieuse. Mais à un moment donné, il faut prendre une décision pour soi. Et ce qui est le plus important, et donc ça c'est une position de principe à laquelle je crois, mais avec laquelle vous pouvez ne pas être d'accord, et on peut en discuter après, c'est de dire, première des choses, d'où est-ce que je viens? Et ce qui est le plus important, c'est que par rapport à là où vous venez, j'ai toujours considéré ça de cette façon-là, c'est mon expérience personnelle, mais c'est aussi l'expérience collective, avec laquelle vous pouvez être d'accord ou pas, c'est que on a des devoirs par rapport à là où, par rapport à notre origine. Alors, après qu'on veuille, qu'on est des Marocains, Algériens ou Tunisiens ou Turcs d'origine, ou qu'on soit Français d'ailleurs, de génération, qu'on appelle génération français de souche, qui est simplement un immigré de plus longue date, mais qu'on soit d'ici ou qu'on soit de là-bas, à un moment donné, c'est de dire j'assume cette part de ma mémoire. Et que par rapport à cette part de ma mémoire, j'en assume tout l'historique, c'est-à-dire la culture marocaine, la culture algérienne, de la langue. Parce que faites attention, l'une des façons dont le colonialisme a travaillé sur les consciences des peuples colonisés, c'est dans la diminution de sa langue. Et il y a quelque chose d'extrêmement grave qui se passe dans beaucoup. Mais nous, on est les premiers destructeurs de la langue arabe. Mais quand vous voyez comment le baccalauréat accepte dans certains examens une espèce d'arabe au rabais, où on vous dit tu parles comme ça, tu écris en langue française, la phonétique arabe, on diminue même l'idée simplement que c'est le dialecte qui va compter, c'est des laminages de langue. C'est-à-dire que la langue n'a jamais été... on a souvent travaillé sur ou nier la langue, ou négliger la langue de ceux que l'on déconsidère. Donc, c'est reconnaître cela en se disant, moi je viens de là, maintenant je suis citoyen français, mais cette part de ma mémoire, je la revendique avec dignité. Et je revendique non pas simplement la dignité de la culture de l'origine, mais je revendique l'histoire des parts.
et qu'ils ne sont pas issus de l'immigration et que je ne suis pas issu de l'immigration, ils sont héritiers d'un passé. Héritiers, comme le dit Boubacar, le sociologue, héritier de l'immigration. Héritier de cet exil-là. C'est un héritage, un héritage riche de péripéties historiques, d'avoir quitté son pays, d'avoir façonné cette pensée de l'exil, la langue, la culture, la nourriture, c'est-à-dire de dire, ça c'est moi. Et ma citoyenneté française, elle ne se fait pas aux dépens de cette mémoire. Elle l'intègre, elle la célèbre, elle la rend belle. Et ça veut dire qu'on considère qu'avec sa citoyenneté française, on amène de la richesse au pays. Le Maroc, c'est pas Marrakech pour le tourisme. Le Maroc, l'Algérie ou la Tunisie, c'est pas Djerba, c'est pas des sites touristiques, on n'est pas les garants de l'exotisme là-bas et des pestiférés ici. Ça peut pas être, mais ça tient à votre façon de l'exprimer. À votre façon de dire, c'est ma décision historique de revendiquer cet héritage comme étant moi culturellement, et de la même façon la question religieuse. Que vous soyez croyant ou pas, que vous soyez pratiquant ou pas, vous avez la liberté de vous décider sur cette question-là. Mais il faut l'assumer. Il faut l'assumer comme étant sa part de citoyenneté aussi. Un citoyen, il a le choix de la revendication de sa mémoire et la revendication de ses valeurs, de son héritage aussi religieux. Que vous l'acceptiez ou pas, que vous soyez pas... Et ça, c'est votre choix. Vous voyez bien qu'à un moment donné, quand on parle de citoyenneté, la citoyenneté, c'est pas simplement un phénomène automatique de prise d'un passeport, c'est une conscience. La conscience citoyenne. Et la conscience citoyenne pour les populations-là, pour ceux qui vivent à côté de vous, qu'ils soient d'ailleurs de confession chrétienne, juive, agnostique, athée ou autre, et que vous soyez musulman, c'est cette reconnaissance-là que rien dans la citoyenneté n'impose et ne permet la diminution de l'origine des mémoires et de ce qui façonne un être. On n'est pas plus citoyen quand on est moins soi-même, au contraire. Mais d'abord, faut-il poser la question de savoir d'où l'on vient aussi. Et là aussi, c'est très important que l'on entende bien qu'en France, ceux qui sont héritiers de l'immigration ne sont pas les seuls laissés pour compte de la justice sociale. Qu'il y a énormément de Français qui sont depuis des générations et qui vivent à côté de vous ici et qui sont des laissés pour compte de la société. Qu'on a oublié, pas parce qu'ils étaient arabes ou parce qu'ils étaient noirs, mais parce qu'ils étaient socialement diminués, au chômage, marginalisés. Et que c'est souvent sur eux ensuite qu'on s'est appuyé dans le vote populiste. C'est-à-dire on les laisse socialement, on les laisse politiquement et on les utilise électoralement. Ils sont un outil électoral, jamais un respect politique. Jamais les éléments du respect politique. Donc, et en même temps on en joue. Je veux dire, je me souviens à l'époque, dans les années 80, comment certains des mouvements de droite et populistes allaient frapper à la porte de personnes qui étaient dans les cités pour frapper et qu'ils leur disaient « Votre voisin, là, Mamadou ou Mohamed, lui, il a pu acheter une télévision. » Et on jouait sur le sentiment du pauvre qui avait l'impression que l'étranger venait lui voler son pain. Si vous vous souvenez d'un humoriste qui s'appelait Fernand Reynaud, ça vous dit quelque chose? Ben, il faut savoir, c'est votre culture, ça. Et c'est halal de rire et de sourire aussi. Donc il faut allez pas écouter tous ceux qu'on vous présente comme les orientaux. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce qu'il y en a aussi qui vous trompent par le rire. Mais bon, dans la culture française, il y avait celui qui justement parlait de celui qui vient manger le pain des Français. Et on s'est aperçu que quand il était parti, c'était le boulanger. Donc en l'occurrence, c'est lui qui le faisait. Mais là, il jouait sur l'humour en disant quoi? En disant qu'à partir d'un certain moment, on néglige les plus pauvres et on joue avec le sentiment des plus pauvres pour gagner les élections. C'est très vicieux comme attitude. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, on utilise leur propre frustration pour gagner des élections en entretenant le cercle que finalement, ces Arabes ou ces Noirs ou ces étrangers, eh bien, ce sont eux qui sont en train de maintenir l'ensemble de ces discriminations ou en fait de ces injustices. En ayant dit cela et en se positionnant par rapport à cette question-là,
reconnaissance, avant même de s'engager comme citoyen, de cet héritage. Donc, se réconcilier avec son passé, se réconcilier avec son âme, et en considérant qu'en même temps, il y a énormément de vos concitoyens qui sont des Français depuis des générations et qui sont traités comme des moins que rien. Nous n'avons pas le monopole de la marginalisation sociale. C'est pas parce qu'on est arabe, et c'est pas parce que... Alors il y a des phénomènes qui sont cumulés, le racisme, la xénophobie, tout ça c'est vrai, ou l'islamophobie, mais ça n'est pas exclusif. Donc il ne faut pas devenir avoir ce qu'on appelle la pensée victimaire, entretenir le fait qu'on est des victimes, on est les seules victimes, c'est toujours nous, vous n'aimez pas les Arabes. Oui, mais il y en a qui n'aiment pas les Arabes, il y en a qui n'aiment pas les pauvres. Oui, il y en a qui n'ont de respect que pour les riches. Et il y en a qui cumulent tout ça. Votre ancien président, il avait un cumul. Il aimait beaucoup les riches et pas tellement les Arabes. Enfin bref. Donc vous avez des cumuls. Mais il n'est pas le seul. Il faut qu'on reconnaisse qu'il y a des attitudes assez partagées dans la classe politique française. Ayant dit cela, ensuite on vient au deuxième élément. Le deuxième élément, c'est qui je suis, quel choix je fais. Et qu'à partir d'un certain moment, beaucoup de savants musulmans, à un moment donné, disaient aux jeunes des nouvelles générations, prenez pas le passeport, c'est pas chez vous, un jour vous rentrerez. Tout ça, on l'a dépassé. Ça fait 25 ans qu'on l'a dépassé, vous êtes français, et donc il faut l'assumer. Donc vous êtes citoyen français. Et ce que vous êtes, c'est vous qui avez le droit. La France, elle vous dit liberté de conscience et liberté de culte, et ça, c'est un acquis fondamental. Fondamental de la laïcité française, réellement, et tout, on n'a aucun problème avec la laïcité française, contrairement à tout ce discours-là. Donc à partir d'un certain moment, on est citoyen, et qu'à partir de cette citoyenneté, on est un citoyen qui a une origine, elle est ce qu'elle est, qui a une mémoire, elle est ce qu'elle est, qui a une religion, elle est ce qu'elle est, qui a des noms, il est ce qu'elle est, et en France, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas une injonction à choisir des noms français de souche. C'est même le contraire. Il va falloir faire comprendre à la France qu'aujourd'hui, Ahmad, Soumaïa, Fatima, c'est très français. C'est aussi français qu'Alain. C'est juste une question de temps. Qu'on n'est pas en train de coloniser, qu'on est en train de vivre ensemble. Et que si vous voyez, ça va se faire tranquillement, doucement. Vous êtes énervé sur le prénom aujourd'hui, peut-être que demain votre fils s'appellera Laïla. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, c'est français aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'à partir d'un certain moment, on dit que la France, elle doit être intégratrice de cette diversité-là. La France, ce n'est pas l'exclusivité d'une langue, parce que ce qu'il faut comprendre à la France, si la France est l'exclusivité d'une langue, c'est la mort de la France. La France, pour l'avenir, c'est la diversité des langues, la diversité des mémoires, le même statut de citoyen avec toutes ces diversités-là. À partir du moment où nous sommes tous d'accord sur une chose, il appartient à chacune et à chacun de se déterminer en conscience. Personne ne doit imposer quoi que ce soit à un autre. Ni dans la communauté musulmane, ni dans les communautés religieuses, ni dans les communautés culturelles. Sois qui tu veux être dans la liberté de ta conscience. Et donc ça veut dire que si vous êtes véritablement de ce pays-là, à partir d'un certain moment, il faut assumer. Et il faut assumer autant parfois, ça je le dis tellement quand je fais des conférences à l'intérieur de la communauté musulmane, ce que je dis, arrêtez d'être une communauté de juges. T'as pas toi à me dire qui je dois être, c'est mon choix personnel. Cette société-là m'a permis de faire le choix de ma religiosité ou non, en être libre. C'est pas toi qui me juges. Toi, tu n'es pas le juge de ma conscience. Tu peux être le frère de mon parcours, la sœur de mon parcours, mais tu n'as pas à être un juge. Donc, le fait que dans la communauté spirituelle, on puisse aussi dire à nos frères et nos sœurs en islam, de dire, mais toi qui tu es pour me juger, tu n'as pas à me juger, c'est mon choix. Et donc, il faut aussi être critique par rapport aux pressions communautaires. Nous sommes une communauté, parce qu'on est comme ça dans la réaction à ce que nous impose la société, comme on est dans la réaction par rapport à ce que nous impose la société, dans la réaction, on est très vite juges les uns des autres. On est une communauté spirituelle où on se juge beaucoup. Et donc là, il faut se libérer de cela aussi. Il faut assumer ses choix. Assumer ses choix par rapport à sa spiritualité et sa pratique, et assumer ses choix par rapport à sa langue, par rapport à cette compréhension de ce que c'est qu'avoir un statut de citoyen. Donc, là, ça aussi, ça demande une prise de conscience et ça demande une vraie
compréhension de ce que l'on est et d'avoir un discours critique par rapport à ce qui est aujourd'hui le problème. Et quand on dit « j'assume qui je suis », ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre réponse aux politiques qui vous disent et vous répètent « votre problème, c'est votre religion, votre problème, c'est votre culture », assumer ce que l'on est, c'est de dire « mais c'est pas vrai, notre problème n'a rien à voir avec la religion, notre problème n'a rien à voir avec la culture, notre problème, il n'est pas dans nos origines, il est dans votre perception, notre problème, il n'est pas dans notre volonté d'être à l'écart, il est dans vos manques de politique sociale. » Aujourd'hui, le problème de la France, il est un problème qui se cache derrière le culturel et le religieux pour empêcher de discuter vraiment sur les politiques éducatives, sociales de ce pays. Et donc c'est ça, quand vous avez assumé le fait d'être citoyen, maintenant il faut parler politique, il faut oser parler politique. Un citoyen, il pose les questions de la gouvernance. Et les questions de la gouvernance, moi j'avais fait à un moment donné, en réponse à tout ce débat sur le foulard qu'il y avait eu en France, j'avais fait une lettre ouverte au ministre de l'Éducation et au ministre de l'Intérieur. Le journal Libération a changé le titre. Et il a changé le titre contre la loi sur le foulard. Mais ce n'était pas mon sujet. Lui, il a voulu enfermer ça dans la question sur le foulard. Il a dit, mais le foulard n'est pas la question. La vraie question, c'est vos politiques éducatives. Qu'est-ce que c'est qu'être neutre à l'école et qu'est-ce que c'est qu'une école juste? Une école juste est une école qui donne les moyens aux gens des cités, aux gens de marginalisés socialement, de pouvoir s'en sortir. Pas des écoles qui confirment les injustices, mais qui les combattent. Et qu'est-ce que c'est qu'une politique intérieure? C'est une politique qui est plus que la politique de... Je veux dire, la grande révolution pour la police, c'est une police de proximité. Donc si la réponse aux problèmes sociaux, c'était d'abord la sécurité, ça, malheureusement, vous êtes passé d'un président à un ministre de l'Intérieur qui sont à peu près sur la même ligne. Je veux dire, j'ai toujours eu l'impression que Manuel Valls s'était trompé de parti. Enfin bref, on est dans la même ligne. On est dans cette idée que le problème des cités, c'est la sécurité. Mais non, c'est l'encadrement social. C'est véritablement qu'est-ce que l'on offre comme promotion sociale, comme accompagnement, comme politique éducative juste. Et on dit cela, votre position en tant que citoyen, c'est dire ce que je suis, c'est ça, et je m'inscris dans ce débat-là. Je ne m'inscris. Donc, vous voyez, se libérer des termes du débat qu'on nous impose. Il faut s'en libérer. On nous impose de systématiquement nous justifier sur l'origine, la culture, la religion. Ça, de côté. Maintenant, on va parler de ce qui fait notre politique commune, notre vivre ensemble. Quels sont les problèmes que nous avons? Donc, ça veut dire qu'il faut faire des choix et que là, il faut que vous deveniez aussi un tout petit peu... autonome intellectuellement. Autonome intellectuellement, ça veut dire quoi? C'est qu'on a l'impression, quand on voit aujourd'hui certains jeunes qui apparaissent sur la scène française, au niveau du terrain, comme vous, ici à Drancy ou ailleurs, c'est comme si vous recommenciez systématiquement le même combat. Vous n'étudiez pas l'histoire. Vous ne prenez pas le temps d'étudier ce qui s'est fait auparavant. Ce n'est pas nouveau, ces processus-là. On n'est pas les seuls parce qu'ils n'aiment pas l'islam ou qu'ils n'aiment pas les arabes. Ça s'est passé avec des immigrés. C'est des politiques nationales de marginalisation. Alors maintenant, c'est transnational avec l'islam, mais ça continue, c'est le même processus. Et on s'aperçoit qu'il faut du temps. Et qu'avec le temps, il faut que nous soyons extrêmement clairs sur les priorités de l'action. Et là, on en vient au troisième élément de ce que je disais. D'où est-ce que je viens, qui je suis et qu'est-ce que je veux. Et ce que je veux, c'est là où le discours citoyen, l'engagement citoyen doit se déterminer avec beaucoup plus de force et de clarté. Alors, la première des choses, et moi je ne cesse de le répéter depuis longtemps, encore une fois, et ça fait 25 ans, et vous apercevez que c'est extrêmement difficile à faire entendre parce que les gens vous entendent de là où ils vous voient. Donc quand vous avez un élément, moi c'est marrant parce que quand à un moment donné je disais mais il y a un certain nombre de penseurs universels dans ce pays qui ne voient plus le débat en France que par les lunettes de leur communauté et en particulier de leur relation avec les Arabes musulmans et eux en tant que juifs ou soutiens d'Israël. Et j'avais écrit ça en 2003 en disant mais on voit des intellectuels qui sont en train de devenir des intellectuels communautaires. Ils ne voient ça que par le fait que les Arabes et les musulmans posent des questions sur la question juive, mais non pas en tant que juifs, mais dans le soutien à Israël. Donc on commençait à tout mélanger, et à un moment donné, en 2003, on s'est aperçu que
je veux dire, Finkielkraut, le philosophe, il stigmatisait en disant « Ah, attention, en France, il y a un nouveau racisme. Il y a une nouvelle judéophobie, un nouvel antisémitisme. Il vient d'où? Eh bien, il vient des Arabes et des musulmans. Et donc, pour remettre en cause leur statut acquis de citoyen, il fallait cibler leur origine et leur appartenance à quelque chose qui pouvait faire problème. Et donc, on ne dit pas en France intellectuel juif, mais on dit en France intellectuel musulman. Et quand vous sortez de la case musulman, eh ben, elle va vous suivre partout. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être... Moi, quand Nicolas Sarkozy ou Valls disent de moi que je suis un pseudo-intellectuel, être considéré comme un pseudo-intellectuel par Sarkozy, c'est une lettre de noblesse, en gros. Parce que, dire, enfin, voyez où on en est. Mais qu'est-ce que c'est, en fait? C'est pas ça, c'est ce qu'il y a derrière. C'est le pseudo-intellectuel, eu égard au fait qu'on est lié au fait d'être musulman. Donc vous êtes pseudo-citoyen, pseudo-intellectuel, en fait vous êtes pseudo-tout. Vous êtes presque, mais pas tout à fait. Et vous êtes potentiellement dangereux. Donc les qualificatifs sont toujours dans jamais l'appartenance réelle. Et c'est là où nous, il faut qu'on sorte de ça, et dans notre vision, qu'on affirme des choses avec l'article. 1, la citoyenneté française, elle est assumée. 2, nous connaissons nos devoirs. Et là, ça c'est important, la citoyenneté, c'est pas un corpus de droits. C'est un corps de responsabilité qui produisent du droit. Et le corps de responsabilité 1, c'est ce que vous devez savoir, ce que je vous disais, c'est un tout petit peu plus de mémoire sur ce qui s'est passé en France. Un tout petit peu plus. Mais si vous, je veux dire, ceux qui viennent d'Afrique du Nord dans cette salle, et même ceux qui ne viennent pas d'Afrique du Nord, mais qui sont français depuis de longues générations, mais un peu de respect pour votre histoire. Prenez quelques livres et lisez. Essayez d'étudier un tout petit peu ceci. C'est absolument incroyable qu'on ait l'impression que vous venez de tomber. Je veux dire, si vous regardez avec la souffrance, la difficulté d'avoir laissé ses racines, d'avoir quitté le pays, mais ça, on peut prendre un livre, essayer de lire quelques articles, il faut connaître cette histoire. Donc assumez cette histoire, on dit, mais attendez, je sais d'où je viens, et vous n'allez pas nous refaire à nous la même histoire. Je comprends pourquoi mon père et ma mère ont pu penser comme ça. Vous allez savoir pourquoi je pense comme ça maintenant, parce que j'assume ceci. Donc il faut un travail un tout petit peu de mémoire pour être héritier. Vous êtes victime de l'immigration ou victime du processus migratoire si vous n'avez pas de mémoire. Vous êtes héritier de cette histoire si vous la connaissez. Vous êtes héritier de ce que vous connaissez, vous êtes victime de ce que vous ignorez en matière historique. Vous êtes victime de ce que vous ignorez et vous êtes héritier de ce que vous connaissez. Et donc il faut le connaître. Il faut faire ce travail de connaissance. Donc ça, c'est une étape qui est importante. Encore une fois, je ne le dis pas simplement pour ceux qui viennent du Sud, mais je le dis pour tout être qui se structure en tant que citoyen. Et puis à partir d'un certain moment, dans l'affirmation, c'est de connaître les responsabilités. Et connaître les responsabilités, c'est une chose déterminante. Est-ce que oui ou non, vous appartenez à ce pays? Est-ce que vous pouvez dire, comme même ceux qui ont été rejetés dans l'histoire de toutes les traditions de Jésus, de Moïse, des traditions religieuses, ou comme ceux qui ont été des exclus, comme Socrate qui a été condamné à mort, ou comme tous ceux qui dans leur société ont été des laissés pour compte? Parce que maintenant vous avez vu comment on célèbre Gandhi. Gandhi c'est pratiquement Dieu pour certains. Ou alors comme Mandela est devenu... Mais pendant des années, on l'a mis au pilori de sa société. Il a passé 25... Quand même, vous vous rendez compte qu'il a passé 25 ans en prison. Dans les sociétés musulmanes, de grands savants qu'on cite aujourd'hui, Ibn Hanbal, Abu Hanifa, on les célèbre, c'est des gens qui ont fait de la prison. Ils ont été dans l'exil, ils ont été dans la solitude. Et Shatibi, que moi et mon cher, dans les Maqasid, il écrit à un moment donné, je suis habité par un profond sentiment de solitude, parce qu'ils étaient rejetés, ils se sont retrouvés tout seuls. C'est des gens qui n'ont pas été forcément dans la reconnaissance. Même leur peuple les ont rejetés. Mais à un moment donné, tu me rejettes, le peuple me rejette, mais je suis du peuple. C'est-à-dire, même si le peuple me rejette, c'est que parfois le peuple me rejette en ne reconnaissant pas que ce que je veux, c'est son bien. Parfois, il faut des... Vous savez, c'est comme Malcolm X. Malcolm X, il dit dans ses mémoires, au moment où on l'appelle, on dit,
Je sais que je serai reconnu après ma mort. Parce que qu'est-ce qu'il veut? Il veut le mal pour les États-Unis, mais pas du tout. Malcolm X a lutté contre le pouvoir des Blancs et des dominants aux États-Unis pour le bien des États-Unis. Parce qu'il dit qu'il est profondément américain. Je viens d'Afrique, mais je suis américain. C'est moi patrie. Et je lutte contre vous parce qu'au bout du compte, vous qui avez le pouvoir, vous ne voulez pas le bien des États-Unis. Je veux le bien et vous ne le voulez pas. Mais je suis de ce pays-là. J'appartiens. Et quand il découvre que Elijah Muhammad, les Nation of Islam, lui avait menti, il dit je vais retourner dans le ghetto parce que c'est mon horizon. Je viens de là. Mais donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit je reconnais que c'est ma patrie. Question à vous qui êtes ici. Que vous soyez française ou français depuis des générations ou que ce soit simplement depuis 2 ou 3 générations, vous êtes français, c'est-à-dire que vous voulez le bien de ce pays contre tout ce qu'on peut dire sur vous. Est-ce que vous avez compris que le fait d'être citoyen, c'est de dire je veux le bien de ce pays? Est-ce que vous pouvez dire, comme tous ceux qui ont été exclus, Ya Qawmi, c'est-à-dire mon peuple, c'est mon pays? Pas simplement émotivement, pas simplement verbalement, mais de le sentir profondément qu'au bout du compte, contre tous ceux qui stigmatisent, contre tous ceux qui rejettent, d'être capable de leur dire pour le bien de ce pays qui est mon pays, je vais me lever et je vais faire ce que j'ai à faire. Le sentiment d'appartenance. Parce que là où on vous lamine tout le temps, c'est sur le sentiment d'appartenance. On vous dit, mais quand la France joue pour l'Algérie, si tu n'es pas pour la France, il y a un problème. Et l'autre, il quitte le stade. Et les jeunes sifflent. Parce que ceux qui sifflent, qu'est-ce qu'ils se disent à la France? Vous ne vous reconnaissez pas. Et pourtant, il faut donner tort à ceux qui ne reconnaissent pas, mais il ne faut pas donner raison à ceux qui sifflent. Vous voyez un peu? Il faut donner tort à ceux qui ne reconnaissent pas et à ceux qui sifflent, on dit je comprends d'où tu siffles, donc je le comprends, mais je ne le justifie pas, parce qu'au bout du compte, c'est ton pays, et qu'à partir de ce moment-là, il faut que tu veuilles contre eux le bien de ce pays. Ne fais pas en sorte que eux te fassent rejeter qui tu es. Assume qui tu es contre eux en leur disant ce pays-là, je vais en faire quelque chose de mieux que ce que vous êtes en train d'en faire. Ce qui a été l'attitude de tous les penseurs, de tous les philosophes qui ont été exclus, qu'à partir d'un certain moment, ils ont été exclus, mais n'ont jamais accepté qu'on les sorte. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? On dit tu n'es pas vraiment français. Ça, c'est ce que tu crois. Je vais te montrer comment je le suis. Je ne le suis pas à ta manière. Je ne suis pas dans l'exclusion. Je ne suis pas dans la stigmatisation. Je suis dans la contribution, la construction, la participation. C'est ça ma façon d'être citoyen. Donc la vraie question, c'est de nourrir ce sentiment d'appartenance. Et comment on le nourrit? Pas en écoutant ce qui se passe à Paris. On le nourrit en s'engageant localement. Là, ici, maintenant. Dans sa rue, dans son entourage, avec l'autorité locale. Il faut, c'est ce que j'ai dit depuis longtemps, dans le nouveau nous, il faut des mouvements nationaux d'initiative locale. Il faut être là où on est. Et vous savez, même dans la conscience musulmane, c'est très très important. La zakat, on la paye pour qui? On la paye au niveau national? Non. En général, on paye la zakat pour payer, pour soutenir les pauvres là où on est. Là, dans notre entourage, dans notre communauté, on a un vrai sentiment d'appartenance. C'est-à-dire, mes pauvres, c'est celui qui est mon voisin. Il n'est pas complètement musulman, celui d'entre vous qui dort sur ses 2 oreilles alors que son voisin a faim. C'est son voisin là, à côté. Donc ça veut dire, très localement, on a un vrai sentiment d'appartenance locale. Ça, il faut le nourrir. Dans les associations que vous avez comme Trait d'Union, un vrai ancrage. Il faut célébrer le local. Il faut ce sentiment d'appartenance en se disant on veut le mieux ici dans cette société-là. Ces taux de chômage, ces taux d'exclusion, c'est ça contre quoi on lutte. C'est là où il faut aller voir le maire. Il ne faut pas aller voir le maire uniquement, donnez-nous une mosquée. Ben, on va la faire la mosquée. On va aller voir le maire pour lui dire là maintenant on veut des écoles, on veut des centres sociaux, on veut du travail. On veut une politique sociale. Qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Et nous, c'est ça notre engagement. Parce que même si vous nous mettez à la marge, nous, on est dans le texte. Et notre façon d'être dans le texte, c'est de contribuer au bien-être de vie pour pouvoir vivre ensemble. Donc là, à partir d'un certain moment, on casse le discours et on en vient à un véritable engagement qui est sur le plan local, une reconnaissance des responsabilités citoyennes, c'est-à-dire qu'il faut s'engager, il faut avoir c'est-à-dire il faut avoir la préoccupation de la question sociale, la question des gens, des pauvres. Je veux dire, là je suis en train de préparer les chroniques du mois de Ramadan et j'ai décidé que les chroniques du mois de Ramadan ça allait être sur les qualités du prophète.
Et là, quand vous voyez, mais comment il était la préoccupation qu'il avait, la simplicité, la préoccupation des pauvres, la préoccupation des exclus. Même quand il est revenu dans son pays, dans sa ville qu'il l'avait exclu, il est revenu avec le souci des gens. Donc là, c'est ça qu'il faut avoir localement. Il faut sortir de ce débat national et puis commencer à sentir le sentiment d'appartenance. Dans les écoles, l'engagement aussi, dans les écoles, si vous êtes des parents, vous approchez de l'école, ne jamais laisser vos enfants aller dans les écoles sans que les parents y soient. Réconcilier la paternité et la scolarité. La paternité au sens de parents, pas au sens de père. Mais notez aussi, ce serait bien que les pères y aillent. Parce qu'il y a beaucoup de mères qui se retrouvent tout seuls. Les pères, ils vont que quand il y a un problème. Pour montrer l'autorité. Tu as des problèmes à l'école, tu vas voir. Ils ne sont pas dans l'accompagnement, ils sont dans la sanction. C'est des papas sanctions. Ça ne va pas. Il faut des papas accompagnants, des papas à l'écoute. Mais c'est important parce que ça c'est aussi quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux dire, on ne peut pas rendre la société responsable de tout. Il faut arrêter d'être des victimes. Donc il faut arrêter d'être des victimes. Ça veut dire qu'il faut s'engager dans ces responsabilités-là. Ça, au niveau local, sur la scolarité, sur la question sociale. Et puis vraiment, à des moments donnés, aussi prendre des décisions. Et prendre des décisions de lutter contre des processus qui sont liés à la drogue, qui sont liés... Aujourd'hui, tu ne vas pas à l'école, tu peux être dans la drogue, tu vas gagner 4 fois plus, 5 fois plus que si tu vas... Et c'est vrai, ça existe ça. Je veux dire, j'avais vu un jeune une fois, il me dit, mais ça va, moi j'ai pas de problème. Je sais que c'est haram. Mais je préfère être un peu riche dans le haram que complètement pauvre dans le halal. Et ensuite, il a entendu un cheikh, soi-disant, qui lui disait, oui, mais c'est des kofars. Donc ton haram, il n'est pas complètement haram. C'est assez halal de voler les kofars. Dans les services ici en France, ça s'appelle l'islamo-criminalité. L'islamo-criminalité, c'est halaliser le crime, halaliser le vol, parce que ce sont des kofars. Vous rigolez, mais il y en a qui vont trouver tous les prétextes. Donc à partir d'un certain moment, sur le plan de notre engagement, il faut qu'on construise ça. Alors bon, moi, ce sont des choses que je répète. Il y en a même certains maintenant qui me disent, mais t'en as pas marre de répéter systématiquement. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a des répétitions. À partir d'un certain moment, revenir sur le plan local et vous redire ceci, c'est répéter, c'est vrai, pour mon histoire, mais c'est ouvrir des portes pour votre histoire. Il se peut que dans ma vie ce soit une répétition, mais que dans votre vie ce soit des portes qui s'ouvrent. Et là, il faut travailler. Il faut travailler dans l'engagement citoyen, à la préoccupation de la justice sociale, à la préoccupation de tout ce qu'on a dit, d'où on vient, ce que l'on est, ce que l'on veut, et puis participer. Il y a 3 chantiers prioritaires. Il y a le chantier de l'éducation, parce que c'est déterminant. Et dans l'éducation, mettre véritablement en avant, dans ce qui vous concerne, ajouter à l'éducation scolaire la question de la mémoire, d'où on vient, ajouter la question de la langue, assumer la diversité des langues. Ne perdez pas les langues, multipliez les langues. Et puis, la question de la réussite véritablement scolaire. Donnez à vos enfants les moyens de pouvoir s'intéresser à la question scolaire, l'amour de la lecture. Faites très très attention à tous ces moyens modernes qui vous donnent l'impression que votre enfant... Il y en a qui confondent l'ordinateur avec le gardiennage. Il est devant l'ordinateur, il ne fait pas de bruit. Où on a des ordinateurs où on ne les a même pas mis dans des lieux où on pouvait un peu surveiller. C'est un univers, Internet. Et c'est un univers destructeur. Il faut quand même vous rendre compte que sur la plus grande industrie, la plus grande capitalisation qui fait de l'argent aujourd'hui, j'avais même des étudiants en maîtrise, je lisais ça parce qu'on remet les notes de nos maîtrises là maintenant. Il y avait une des étudiantes qui a fait une étude sur la cyberpolitique et les chiffres sont absolument effarants. En matière de production financière, c'est toute la pornographie qui emporte le grand lot de tout ce qui se fait sur Internet. Et donc à partir d'un certain moment, vous ne pouvez pas dire à votre enfant « Ittaqillah » et peur de Dieu, puis vous lui laissez avec un ordinateur dans la chambre, vous n'êtes pas là. Je veux dire, vous ne pouvez pas lui dire « Je te donne le diable, je te rappelle Dieu ». C'est pas possible. À partir d'un certain moment, il y a un contrôle qui est pour la dignité. Parce que nous, on a
la conscience citoyenne, de ce point de vue-là, elle est très proche de la conscience de foi, c'est-à-dire il faut une discipline, il faut un peu se discipliner, il faut être dans un contrôle d'accompagnant nos jeunes. Vous-même, vous avez besoin d'être dans un contrôle constructif. Le contrôle, c'est pas toujours négatif, la discipline, c'est pas toujours négatif. Que quelqu'un vous dise, mais vous savez, dans la discipline, il y a de l'amour. Je veux dire, quand vous êtes enseignant, moi j'ai été enseignant chez les secondaires, il y a de l'amour. Quand on dit tu rentres à 6 heures, il y a de l'amour en disant à quelqu'un tu rentres à 6 heures. C'est-à-dire tu comptes pour moi, je veux que tu sois là, j'ai pas envie que tu fasses de bêtises. Le discours en marche, c'est pour l'enfant qui doit rentrer à 6 heures, c'est tu m'enlèves ma liberté. Mais s'il écoute bien ce qui se dit, je t'enlève la liberté parce que je t'aime, parce que je sais que sans limite à ta liberté va agir contre toi. Tu vas te détruire avec trop de liberté. Donc, et ça, c'est aussi des choses qui font partie de l'éducation. Un des chantiers. Le deuxième chantier, c'est la question du social. C'est la question de la justice sociale. C'est là où on doit s'engager. Et donc, il faut s'y engager par le vote. Il faut s'y engager par la compréhension des enjeux en disant ce qui a été dit là, en termes de chômage local, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe comme ceci, avoir un vrai discours social, une vraie vision d'avenir, c'est-à-dire connaître les causes et proposer des vraies politiques sociales, avoir des associations qui peuvent donner des possibilités de trouver des créneaux, des voies d'engagement et d'emploi. Ça, c'est aussi des choses qui sont importantes. Et la troisième dimension, et j'insiste là-dessus parce qu'on a souvent manqué cette étape-là, c'est toute la dimension culturelle. Vous savez, vous êtes citoyen et vous avez le sens de l'appartenance si vous êtes créatif dans la langue ou dans ce qui est le divertissement et l'artistique. Et on n'a pas suffisamment insisté là-dessus. Pour nous, souvent, on a fait de l'artiste ou de ce qui est artistique un problème secondaire. Et c'est pas vrai. Ça façonne des êtres, ceci. Il y a un pouvoir d'attraction dans le divertissant et le culturel. Il faut aujourd'hui qu'en termes de citoyens, on produise du créatif. C'est-à-dire qu'on ait quelque chose qui soit dans la langue française, dans quelque chose qui puisse nous permettre de nous réconcilier avec le bien-être. Au bout du compte, on ne sera jamais citoyen français si en étant citoyen français, on n'est pas dans le bien-être. Il faut qu'on soit dans un bien-être, qu'on assume. À un moment donné, c'est pas, il y en a certains d'entre vous, peut-être, ils n'étaient pas nés encore et d'autres s'en souviennent, mais même quand on avait des choses en français, on avait un complexe par rapport à la langue française. Ah, il faut que tu parles arabe, si tu ne parles pas arabe, tu n'es pas complètement nous. Et maintenant, on a assumé le français, la créativité, la littérature, tout ça, il faut pouvoir développer ça. Il faut être bien dans sa culture pour être bien dans sa citoyenneté. Toutes les règles grammaticales de la langue arabe, elle fait des références à de la poésie, et alors c'est bon, tant que ça ne dit pas le haram. À partir d'un certain moment, on doit aussi assumer ceci, on doit pouvoir le faire. L'éducatif, le social et le culturel sont des éléments importants de notre engagement citoyen. Donc vous avez vu, c'est pas inciter les gens à aller voter, il y a une vraie j'allais dire background en anglais, mais un vrai héritage, une vraie toile de fond qu'il faut comprendre, puis après s'y engager, être serein. Soyez serein. Les années qui sont passées, les années qui viennent ne sont pas faciles. On est dans une situation qui n'est pas facile, mais il faut avoir la sérénité de ceux qui voient loin. C'est une question de temps. Les gens s'excitent, on reste calme. Ils nous insultent, on leur sourit. Ils nous rejettent, on est à l'intérieur. Ils nous pensent dans la marge, on écrit le texte. Ils veulent nous... on laisse parler. Vous parlez contre l'histoire, l'histoire elle va dans notre sens. Et c'est ça la sérénité, c'est que l'histoire elle va dans notre sens. Qu'il le veuille de nous si on regarde les 50 dernières années, mais qu'est-ce qu'on a avancé. Alhamdulillah, on a énormément avancé. Donc, encore une fois, c'est parce qu'on avance bien qui s'excite beaucoup. Je répète souvent, là, j'étais dans une autre rencontre tout à l'heure, et je répète souvent ce vers, c'est pas ce vers, mais ce proverbe africain. C'est bien pour les Arabes qu'ils entendent ça. C'est un proverbe africain d'Afrique occidentale, chez les Noirs. Oui, parce que certains Arabes, ils ont un problème avec leur racisme. J'ai un vrai problème avec ça. J'ai un vrai problème avec ça. J'ai un vrai problème de voir que dans beaucoup d'assemblées, on ne se mélange pas, on est ensemble.
que quand j'étais au Maroc, j'ai des frères qui sont venus, ils sont du Mali, ils sont de Mauritanie, ils sont du Sénégal. Ils me disent, mais la façon dont on nous traite dans ce pays, c'est inadmissible. C'est pas simplement parce que c'est le Maroc, mais c'est dans toute l'Afrique. Mais comment vous avez vu comment ils les ont traités en Libye? Parce que soi-disant ils aidaient les mercenaires de Kadhafi, et comment ils les ont traités comme rien. Je veux dire, on a un vrai problème. Alors on peut bien dire les Français sont racistes, il faudrait bien que ceux qui sont d'origine arabe, Tunisie, Libye, mais moi j'ai vu dans ma propre famille en Égypte des discours racistes par rapport à ceux qui venaient du sud de l'Égypte parce qu'ils sont plus noirs, ou qui venaient d'Afrique. Mais ça va pas, on peut pas. Et donc ce proverbe très africain, très noir, il est noir ce proverbe, d'accord? Il dit, on ne jette des pierres à un arbre que quand l'arbre porte ses fruits. Et que si aujourd'hui il y a de l'excitation et qu'on nous lance comme ceci, c'est parce que ça porte ses fruits. Ça me faisait rire de voir ceci. Vous savez ce qui s'est passé avec le propos de Sarkozy quand, je ne sais pas pourquoi il a parlé tout à coup un soir, ça l'a pris de dire que j'étais l'être le plus dangereux de la France. Vous avez entendu ça juste avant les élections. Et puis Hollande lui a répondu, mais ce Tariq, je ne le connais même pas. Et en Suisse, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une espèce de caricature, ils m'ont mis au milieu, et il y avait Sarkozy d'un côté et Hollande de l'autre côté qui me lapidaient. Et puis ça m'est revenu. On ne jette des pierres à un arbre que quand il porte ses fruits. C'est qu'à partir d'un certain moment, cette longue tradition de ce discours qu'on tient depuis 25 ans, et ben on en voit les fruits. Mais ça va être difficile, et après il faut l'assumer, Inch'Allah. Soyez serein, et puis apprenez. Donc vous sortez de cette salle, même si vous voyez des regards racistes, même si les gens, eh ben souriez. Vous souriez. Déterminé avec sa conscience et le sourire aux lèvres. Je veux dire, votre plus grande force, c'est ça. Tu t'énerves, je souris, tu veux me rejeter, je vais contribuer. Et on sort de tout ce qui pourrait être la réactivité, pour être plus constructif et plus serein. Allahu a'lam wa a'lam wa ahkam.